après un long week-end pascal, et en plus il a fait beau, et d'être devant vos écrans ce matin, là, vraiment, merci beaucoup. Merci Vanessa pour l'invitation. Moi, je suis ravie d'intervenir sur ce thème. Comme Vanessa vous l'a dit, les visios, moi, je connais ça depuis 13 ans. J'ai commencé mon travail il y a 13 ans en milieu rural, et donc j'ai commencé avec la visio à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc on va passer 1 heure ensemble. Je vais faire une présentation et après, effectivement, il y aura des questions-réponses. N'hésitez pas non plus à intervenir dans le chat. Quand il y a des choses qui sont dites, si vous voulez commenter, si vous voulez poser des questions, si vous n'êtes pas d'accord ou vous souhaitez des précisions, allez-y. On continue dans le chat parce que 1 à 2 reprises, je m'arrêterai et je demanderai à Vanessa s'il y a des retours. Donc, allez-y, que ce soit vivant, n'hésitez pas à commenter dès qu'il y a quelque chose qui vous parle. D'accord ? Alors, l'objet de ce webinaire, donc effectivement, les 5 secrets pour réussir vos visioconférences. L'idée, comme l'a dit Vanessa, hein, ce n'est pas un tuto technique, ce serait beaucoup trop complexe et rébarbatif, et de toute façon, il y a trop d'outils, donc c'est juste pas possible, en fait. Par contre, l'objectif, c'est vraiment vous donner tous les outils, toutes les informations ou les appuis essentiels, en tout cas, pour trouver la juste posture, la juste préparation, la juste posture pour animer des webinaires, et que ce soit pepsi, que ce soit intéressant, que ce soit convaincant, que les gens soient captivés par ces visios. C'est pas évident parce qu'on regorge de visios aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des façons de faire pour que ces moments restent et soient intéressants. Et donc, c'est vraiment l'objet du webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler un petit retour en arrière, la date du 17 mars. Hein, il y a des dates qui nous restent présentes émotionnellement, psychologiquement, par l'impact qu'elles ont eu sur nous. Auparavant, notamment, il y a eu le 11 septembre, pour ce qu'on sait, et je pense que le 17 mars 2020 va rester, ça a vraiment été un marqueur, et je pense que toute cette année qu'on a passée, les uns et les autres, partout sur la planète, sera un marqueur, et même dans l'ADN humain. On parle du monde d'avant et du monde d'après. Il y a des gens qui souhaitent le retour à la normale, mais beaucoup de spécialistes disent que la normale, ça n'existe plus. On est en train de vivre une mutation, en fait, une vraie mutation dans nos sociétés. Et donc, la visio est un des outils qui permettent cette mutation. Des petits chiffres simplement pour donner du contexte. Le télétravail en France, avant le 17 mars, ça ne concernait que 7% de la population française. Même si on en parlait de plus en plus, même si les entreprises, certaines entreprises, encourageaient parfois des salariés à être en télétravail, non, la force de l'habitude, la force de la routine faisait qu'on ne s'y mettait pas. Donc 7% de la population était concernée par le télétravail, c'est-à-dire pas grand-chose. Aujourd'hui, plus de 43%, et encore plus là avec le confinement, puisqu'on a obligation de rester chez soi. Quelques chiffres. Qu'est-ce qu'on appelle le télétravail? C'est quand 40% des heures travaillées le sont en télétravail. À partir de ce moment-là, on peut parler de télétravail. Et un petit chiffre que j'ai voulu vous mettre également, parce que ce n'est pas sans intérêt, il faut quand même savoir que 22% des télétravailleurs aujourd'hui ont des enfants à la maison. Donc ça, c'est encore une problématique qu'on n'aura pas forcément le temps sur laquelle on ne pourra pas s'arrêter aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'éléments. Mais vous imaginez bien que télétravailler seul chez soi ou avec des adultes, c'est une chose. Quand il y a des enfants qui vous quémandent, qui vous réclament, qui vous sollicitent régulièrement, ça devient très compliqué, d'où des burn-out, d'où de la charge mentale, etc., très complexe. Donc pour certains, la complexité est exponentielle en fait. Alors, la visio, mon objectif, c'est vraiment, il y a 3 objectifs qui sont indiqués sur cette slide. C'est vraiment, comme le disait Vanessa, on a basculé du jour au lendemain dans le télétravail, dans un confinement et donc dans le télétravail. Donc, il n'y a eu aucune préparation. Du jour au lendemain, les gens sont restés chez eux face à l'écran et faites. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, et il y a beaucoup de bricolage, parce qu'on n'a pas eu le temps, et psychologiquement, et émotionnellement, et techniquement, de se préparer à bien vivre l'outil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour beaucoup, l'outil est douloureux ou difficile ou complexe, parce qu'il n'y a eu aucune transition, 0 transition. On est tombé dans la marmite du jour au lendemain. Donc, là, je vais vous donner les appuis et tous les éléments pour arrêter le bricolage, si possible.
d'arrêter justement la frustration par rapport à cet outil et le stress par rapport à cet outil. Et donc, à travers les différentes informations que je vais vous donner, c'est également vous donner la possibilité de vous sentir moins démunis et plus préparés et d'avoir les bons outils pour savoir comment prendre la chose et rendre ces visios vivants et captivants. L'objectif donc de ces 5 secrets, c'est effectivement de vous donner plus d'assurance dans le fait de... Alors, attendez, parce que quand les gens arrivent dans la salle d'attente, moi j'ai également une notification. Donc, vous donnez de l'assurance, vous donnez les bons appuis. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'idée de trouver la juste posture. Et là, je vais en parler tout de suite en arrivant, parce que pour moi, c'est un élément très, très important. Et quand je parle de posture, c'est plus une posture intérieure qu'extérieure, même si je parlerai également de la posture extérieure. Et finalement, l'idée, c'est de vous donner les outils pour pouvoir être efficace, impactant et inspirant lors de vos visios, parce que tout ça, c'est possible, mais il faut prendre le temps de bien se préparer et d'y aller avec la bonne énergie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter en quelques instants. Ça fait 13 ans que je travaille sur la parole. Mon titre, c'est en fait coach en prise de parole en public. Donc 13 ans que j'aide les gens à trouver de l'aisance, de la conviction, de l'authenticité et de l'impact dans leur parole. 13 ans que je fais ce métier et comme je vous l'ai dit, j'ai démarré en milieu rural et donc j'ai commencé en visioconférence. Au démarrage, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient « Oh, mais non, je ne vais pas travailler avec vous puisque je ne vais pas prendre un accompagnement en virtuel. On ne peut pas faire du bon travail, ça ne va pas le faire. En virtuel, ce n'est pas possible. » Moi, j'aime beaucoup cette phrase d'Henry Ford qui dit « Si vous pensez que c'est possible, c'est possible. Si vous pensez que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » C'est-à-dire qu'on est souvent notre propre ennemi. C'est nous-mêmes qui souvent créons des obstacles. Depuis le temps que je pratique les visios, je peux vous dire que presque tout le travail est possible en visio. Les visios n'ont pas beaucoup de limites en tant que telles, sinon celles qu'on leur donne. Moi, j'ai coaché des gens que je n'ai jamais vus en présentiel, que ce soit sur la parole ou sur l'estime de soi ou même sur d'autres sujets, le leadership, etc., sans jamais les voir. Donc, on peut faire un travail excellent en visio. Et c'est donc les éléments que je vais vous donner qui vont permettre ça. Donc, de façon générale, vous le voyez sur la slide, hein, j'ai coaché plus de 1500 personnes, j'ai coaché des conférenciers TEDx, c'est un format très populaire de conférence qui est basé sur le storytelling et qui demande aux conférenciers d'être vraiment presque acteurs de son message. On n'est pas derrière un pupitre avec des feuilles, on a un micro et on est face au public comme ça. Et donc, il y a le discours et il y a également la force de conviction de l'orateur qui est très importante lors de ces conférences. Et c'est notamment le format choisi ou duquel s'est inspiré Johan Pina pour développer les journées d'audace en Corse, et notamment la JDA Kids, qui est un super boulot qu'a fait Johan. J'ai également créé une formation en ligne qui s'appelle « Je parle donc je suis » et je suis l'auteur de 2 livres sur la parole. Le premier que vous voyez, « Prenez la parole, prenez votre place », où il y a vraiment les 13 ans d'expertise que j'ai mis dans ce bouquin. Et puis, en février dernier, j'ai sorti ce livre sur le télétravail qui m'a été demandé par mon éditeur parce qu'il savait que constamment je travaillais en virtuel. Il me dit « Mais Isabelle, fais-nous quelque chose avec tous les besoins ». Je fais « OK ». Et donc, j'ai sorti ce livre en février dernier. Alors, quels sont les 5 secrets que je vais partager avec vous? Je démarre avec mon premier secret. Opérer le switch. Pour moi, cette clé, ce secret est vraiment essentiel. Et le problème, c'est qu'il est souvent ignoré. Complètement ignoré. Alors, je ne sais pas si déjà ça peut vous parler, si vous avez des idées, ça veut dire quoi, opérer le switch? Je ne sais pas si quelque chose vous vient à l'esprit de ce que ça peut être. L'être humain, depuis qu'il existe, quand on prend nos ancêtres il y a bien longtemps, se définit par le fait que nous sommes des animaux sociaux.
Et nous avons toujours été des animaux sociaux. C'est ce qui nous définit. On a besoin des autres. On a besoin des autres pour vivre. On a besoin des autres pour partager. On a besoin des autres pour grandir. Et depuis toujours. Ah, il y a des micros ouverts, je pense. J'entends de l'écho. Alors, donc, depuis toujours, l'être humain a grandi et a évolué dans le lien à l'autre, depuis toujours. Et là, soudainement, cette chose-là disparaît à travers les visios. Donc, il y a une rupture de quelque chose qui fait la fabrique humaine, en fait. C'est la fabrique humaine. On rencontre les gens, on va bavarder, on les rencontre au bistrot, en famille, dans la rue, on discute. Depuis toujours, l'être humain rencontre l'autre en présentiel. Depuis toujours. Et là, soudainement, il y a une expérience nouvelle qu'on ne connaît pas en fait et qui nous déstabilise quelque part. Parce que nous, on veut l'aborder par l'aspect de la technique. Est-ce que tu vois les notifications qui arrivent sur mon écran? Ouais. Donc, on veut aborder l'outil par le biais de la technique, sauf que c'est beaucoup plus large. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tout d'un coup, on doit intervenir en visio ou on suit des visios, et ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a tout un pan de l'expérience du présentiel qui s'affaisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on communique, et quand on s'intéresse à la communication, on le sait ça, quand on communique, ce qu'on communique, c'est beaucoup plus que des mots. Alors oui, on est au pays de Descartes, au pays du raisonnement, hein, dans un univers très cartésien. Le système éducatif également, qui est conçu depuis bien longtemps, est quand même beaucoup basé sur l'écrit et donc sur le contenu et donc sur les mots. Et c'est vrai que le système éducatif met en avant, et de moins en moins, met en avant l'écrit. Et de plus en plus, l'oralité revient, notamment avec les concours d'éloquence, mais pas que. Avec le grand oral qui va avoir lieu cette année à l'épreuve du bac. Donc, pendant très longtemps, on a cru que la communication était véritablement basée sur les mots et sur le contenu. Et encore aujourd'hui, quand je fais des formations en prise de parole, je demande quels sont les éléments, qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Et très souvent, on me répond « transmettre un message, parler ». Mais non, pas du tout. Communiquer, c'est un champ d'expérience beaucoup plus vaste. Quand on communique, probablement on parle, mais pas forcément. Communiquer, c'est aussi écouter. C'est écouter. Et c'est écouter l'autre, et pas uniquement dans ses mots, c'est l'écouter dans tout ce qu'on appelle le non-verbal, ou plutôt le langage du corps. Quand on est en présentiel, qu'est-ce qui se passe? On écoute ce que nous dit l'autre, et même quand on parle, on écoute sa réaction, on écoute combien il nous écoute. On capte s'il nous regarde, s'il regarde ailleurs, on écoute et on soupèse la qualité de son attention, on observe si effectivement il est attentif à ce qu'on lui dit, on entend même sa respiration, sa gestuelle, et voir de quelle façon il est présent à nous ou pas, de quelle façon est-ce qu'il capte vraiment ce qu'on lui dit ou pas, ou s'il y a une partie de son attention qui est volatile et qui est ailleurs. Et tout ça, ça nous permet de lire le comportement de l'autre et d'interpréter ce qu'il comprend. Et ça fait partie de tout cet espace de communication. Et quand on est en virtuel, tout d'un coup, ça n'existe plus. Et donc, il faut faire le deuil de ça. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce que je vous ai mis là. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? On est sur les terrains de sport. C'est un petit peu le switch qu'il faut faire également quand... là, c'est un sport, deux sports qui se pratiquent avec une raquette et avec une balle. On pourrait se dire, ils sont assez similaires en fait. C'est comme la communication, en présentiel, en virtuel, c'est de la communication. Et là, c'est un sport, c'est avec une raquette, c'est avec une balle. Quelle est la différence? Ben non. Quand on va jouer au tennis, c'est une préparation particulière. Ça va être physique, il va falloir faire des mouvements amples, ça va nous demander de l'énergie, on va se déplacer beaucoup plus. Et quand on va faire du tennis de table, c'est beaucoup plus resserré, c'est de la concentration. Là, on va bouger le poignet, alors qu'au tennis, il ne faut pas bouger le poignet. C'est beaucoup plus intense, le tennis de table, c'est plus nerveux. Donc, vous voyez,
quand on joue au tennis, ça demande une préparation psychologique, émotionnelle et physique. Et le tennis de table, c'est autre chose. Donc, on ne se prépare pas et on n'engage pas la partie de la même façon. Et pourquoi je vous choisis cette image-là? C'est parce qu'en ce qui concerne le présentiel et le virtuel, c'est pareil. C'est pareil. Et si vous voulez réussir vos visios, il faut vous les engager en tant que visio et pas en tant que présentiel. Il ne faut pas faire peser le switch que je vous propose d'opérer et que je vous invite à opérer pour réussir les visios, c'est de faire le deuil du présentiel. N'amenez pas en visio les attentes, les bienfaits, les côtés savoureux du présentiel, parce que vous ne les aurez pas. Vous aurez d'autres choses, mais ça, vous l'aurez pas. Donc, les attentes du présentiel doivent d'abord tomber pour ne pas arriver dans une visio avec de la frustration. Et ça, c'est clé. On n'en parle pas, mais c'est clé. En fait, l'idée, c'est vraiment de prendre le meilleur des deux mondes. Des deux mondes. Quand il y a du présentiel, ben, savourons cette expérience, savourons ce moment. Et quand il y a de la visio, mais en fait, il faut penser solution. La visio, mais c'est superbe. C'est un outil qui nous permet d'être tout le temps en contact, mais différemment. Différemment. Et donc, il faut faire le deuil des attentes du présentiel. Ça, c'est vraiment clé. Il y a peu de gens qui parlent de ça. Il y a peu de gens qui comprennent ce basculement à opérer. Je vous promets que quand on l'opère, du coup, on prend le meilleur de la visio. Et ça, c'est vraiment une clé fondamentale. Donc ça, c'était le premier secret essentiel pour vraiment bien vivre la visio et en tirer le maximum et surtout le meilleur. OK? Bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent. J'entends qu'il en arrive encore progressivement, donc bonjour à vous. Le deuxième secret, bah, évidemment, si on arrive à faire des visios aujourd'hui, il y a une technique. On arrive à être en connexion et en communication aujourd'hui par le canal de la technique. Donc, il va falloir apprivoiser la technique, sinon il n'y aura pas de visio. Et ça se situe à différents niveaux. Alors, les premiers éléments de la technique, l'idée en fait de la visio, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est vraiment, les bouddhistes appelleraient ça la voie du milieu, c'est vraiment, on arrive à, comment dire, à créer des visios inspirantes quand on arrive à bien combiner l'aspect humain et l'aspect technique. Et en fait, que les deux puissent s'assembler et se combiner d'une façon optimale. Et c'est pour ça qu'il faut passer par une maîtrise, ou en tout cas, il faut apprivoiser la technique, parce que moins vous allez l'apprivoiser, plus elle va être présente en créant un stress chez vous. Donc, si vous ne voulez pas vivre ce stress, il va falloir apprivoiser la technique. Comment est-ce qu'on fait ça? Plusieurs étapes. Au préalable, il y a des éléments de connectivité. D'abord, les plateformes ou les applications que vous utilisez. Aujourd'hui, on utilise Teams, souvent on utilise Zoom ou d'autres plateformes. Il y en a beaucoup qui se développent et toutes les plateformes sont en développement aujourd'hui. Il va falloir tester les outils. Et ce qu'on a fait hier avec Vanessa, on a testé ensemble effectivement le Teams, que ça fonctionnait bien, qu'on pouvait se connecter, qu'on pouvait faire le partage d'écran. Et ça n'a pas été simple, hein. On a mis beaucoup de temps, 1 heure, pour que ça fonctionne. J'avais déjà utilisé Teams. Vanessa le connaît par cœur, je n'avais pas fait du partage d'écran et ça a été très compliqué parce que toutes ces plateformes se développent de façon autonome sans s'occuper des autres outils. Donc là, du Teams avec un Mac, etc., il a fallu aller dans les paramètres de sécurité. C'est pas compliqué, on trouve, il n'y a pas de souci. Mais donc, il faut tester, ça va, vous allez gagner en tranquillité. Donc, vraiment, testez les outils, faites un tour de chauffe, préparez-vous et au minimum la veille, de façon à passer une bonne nuit et vous savez que ça fonctionne. Testez auprès de proches, auprès de collègues, faites-le. Donc, les applications, testez-les et surtout, allez, on verra ça un petit peu plus tard, allez utiliser et apprivoiser les fonctionnalités. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Après, il y a aussi une histoire de connectivité.
Hein, il va falloir, et ça dans le bouquin que j'ai, je vous donne les adresses pour tester la bande passante. Il faut une bonne bande passante pour que l'image soit bonne, d'accord? Encore une fois, on arrive à communiquer à travers un canal technique. Meilleur ce canal technique sera, plus la communication sera agréable et donc confortable pour les gens qui vous écoutent. Si l'image est mauvaise, si le son est mauvais, non. Déjà qu'il y a une fatigue, il y a une usure, ils vont abandonner. Donc, tous ces éléments techniques sont primordiaux. Là, le deuxième élément, c'est la bande passante. Il faut tester votre bande passante, savoir si elle est bonne ou pas. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est vous rapprocher de la box ou quoi que ce soit et mettre le câble Ethernet. Vous aurez une meilleure connectivité avec le câble. Donc, si le Wi-Fi ne vous donne pas une bonne qualité, passez par le câble Ethernet. Si vous êtes en télétravail et que vous avez une visio, et c'est important, et qu'il y a des gens qui utilisent la bande passante chez vous, parce qu'il y a du streaming, que les gamins regardent un film ou que votre compagne ou compagnon est sur Internet, mais que votre réunion est importante, demandez-leur de ne pas utiliser la bande passante. Excuse-moi, pendant 1 heure, j'ai une réunion importante, ma bande passante, la qualité de mon image n'est pas très bonne, est-ce que pendant 1 heure, tu peux faire autre chose, éventuellement? Donc, il y a tout le temps moyen de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, utilisez le câble Ethernet en cas de besoin et demandez aux personnes de ne pas utiliser la bande passante si la vôtre n'est pas si bonne que ça le temps de votre réunion. Voilà, ça c'est des petites choses à connaître. Ensuite, en termes de technique, il y a beaucoup d'éléments à connaître. La caméra. Généralement, maintenant, les ordinateurs ont une caméra bien sûr insérée qui est bonne, mais pas si bonne que ça. Hein. Je le racontais hier à Vanessa, moi j'ai acheté un MacBook Air il y a peu de temps de ça. Figurez-vous que la caméra est de qualité moins bonne qu'un ancien Acer que j'avais depuis 7 ans. Damned. Donc j'ai été faire des recherches sur Google et effectivement la caméra est moins bonne. Par contre, on peut récupérer de la qualité d'image en mettant beaucoup d'éclairage, en compensant avec l'éclairage. C'est pour ça que les éléments techniques, il faut vraiment les travailler parce qu'il y a tout le temps des solutions et quand vous trouvez les solutions, vous amenez du confort aux gens qui vous écoutent et qui sont en visio avec vous. Donc, aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'avoir des caméras externes parce que les caméras internes sont très bonnes. Parfois, la caméra peut être sale. Il peut y avoir de la poussière dessus. On oublie ça. Donc, vous pouvez de temps en temps nettoyer l'écran, alors avec des produits et avec des tissus faits pour ça, hein, légers, n'abîmez pas, ne rayez pas la caméra. Ça peut se faire, sinon vous savez que les petits tissus qu'on met dans les, pour ceux qui portent des lunettes, le petit tissu qui nettoie les lunettes, vous pouvez délicatement et en faisant une rotation, un mouvement en cercle comme ça, nettoyer votre caméra. On peut le faire également délicatement toujours avec un coton-tige sec, simplement pour nettoyer un petit peu la caméra parce que parfois il y a de la poussière. OK ? Ça, c'est l'élément pour la caméra, qui est l'élément quand même très important. Ensuite, évidemment, deuxième élément primordial, c'est le micro, qu'on vous entende bien. Là également, il y a des micros externes et internes. Maintenant, les micros internes sont quand même de bonne qualité. Moi, j'ai acheté un micro externe de très bonne qualité et finalement, le micro interne est aussi bon. Donc, j'utilise plus le micro externe. Le micro, il faut tester là encore. Faites attention, si vous êtes dans un open space, alors en télétravail, chez vous, peut-être pas, mais si vous avez un grand espace, le son s'accroche moins sur les murs ou est moins renvoyé par les murs, donc votre voix peut peut-être se perdre. Donc parfois, il est plus intéressant d'être dans des espaces plus petits et de fermer la porte de façon à ce que le son, la vibration du son soit plus dense et donc on entende mieux votre voix. Donc, tout ça, c'est à tester pour amener du confort à ceux qui vous écoutent. Ensuite, quels sont les autres éléments? Le placement de l'ordinateur. Idéalement, votre ordinateur se situe à un bras de vous. En fait, vous mettez le bras comme ça, allongé, et votre écran doit se situer au bout de votre bras. Ainsi, ça vous permet de laisser apparaître le haut du corps. Si moi, vous voyez, si moi j'apparais comme ça, vous voyez que mon visage, et vous perdez de la communication non verbale. Donc, il faut rendre
ce moment confortable pour vos auditeurs. Il faut laisser apparaître le haut du corps pour qu'ils récupèrent un petit peu de votre énergie, d'accord, et qu'ils puissent lire un petit peu la qualité de votre énergie et de votre écoute. Donc, donnez-leur à voir le haut de votre corps. Donc, longueur de bras, et ce qui est très important également, les yeux, enfin la caméra doit être au niveau des yeux. Sinon, ça donne des choses étranges, où là encore, vous allez voir des choses comme ça ou comme ça, enfin, c'est pas agréable du tout. Donc, il faut que la caméra soit à hauteur des yeux, idéalement. Et donc, du coup, vous mettez votre ordinateur sur une boîte, sur des bouquins. Voilà, on peut acheter maintenant des supports, mais c'est même pas besoin d'acheter. Vous trouvez des boîtes, des bouquins, trouvez la bonne hauteur, testez et placez votre ordinateur sur cette bonne hauteur de façon à ce que ce soit confortable. Et quand vous êtes en visio, si vous voulez donner l'impression aux gens que vous les regardez, il ne faut pas regarder la vignette comme là, je suis en train de regarder la vignette où moi, je vois apparaître Vanessa. Donc là, je regarde Vanessa et là, vous voyez bien que mon regard se perd sur le bas de l'écran. D'accord? Donc, si vous voulez donner l'impression aux gens que vous les regardez, c'est un peu contre-intuitif, mais vous devez regarder la caméra. Cette petite lumière verte en face de vous, c'est à elle que vous parlez, c'est elle qui symbolise votre public. Après, il ne faut pas le faire tout le temps non plus parce que c'est quand même fatigant et c'est usant de voir cette petite lumière. Donc, vous avez le droit de regarder votre écran, mais de temps en temps, voilà, regardez la caméra pour regarder les gens. Et tous ces éléments que je vous donne vous permettent de capter l'attention des gens, hein, de vraiment aller les récupérer et les embarquer lors de votre discours. Le cadrage de l'écran, donc ça c'est déjà ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est le fait de laisser apparaître le haut de votre corps. Hein. Pas uniquement ceci, pas comme ça en biais, c'est vraiment laisser apparaître tout cet espace ici au niveau du haut du corps. D'abord, vous donnez une respiration, parce que si vous êtes cadré qu'au niveau du visage, c'est un peu étouffant pour la personne qui vous voit. Donc déjà, il y a de la respiration, il y a plus de mouvement et il y a de la lecture du langage corporel. L'éclairage. Évidemment, la caméra et le micro sont des éléments essentiels, mais je vous promets que les autres éléments sont tout importants pour faire en sorte que ce canal de communication soit vraiment confortable pour les gens qui vous écoutent. L'éclairage, alors c'est un peu triste de dire ça, mais presque il faut éviter l'éclairage naturel. Pourquoi ? Parce que généralement, une visio, ça dure quand même 45 minutes, 1 heure, et donc l'éclairage naturel, il va bouger. Donc peut-être que vous commencez, il y a un bon éclairage naturel et que finalement il y a des nuages ou que le soleil est tombé ou quoi que ce soit et il n'y a plus d'éclairage naturel. Donc attention à ça. Ou même ça peut bouger et donc vous pouvez avoir les rayons du soleil qui viennent percuter la fenêtre et du coup ça fait un éclairage bizarre et on ne vous voit plus. Donc, curieusement, il faut un peu éviter l'éclairage naturel et il faut plutôt choisir un bon éclairage que vous ne placez pas derrière vous, évidemment, sinon vous serez en contre-jour, que vous ne placez pas juste à côté de vous, idéalement derrière l'écran, idéalement, et même idéalement, si vous pouvez avoir 2 éclairages assez puissants, c'est de les mettre des 2 côtés, derrière l'écran, mais des 2 côtés pour équilibrer. Mais en tout cas, derrière l'écran, c'est le meilleur éclairage. Et essayez d'envoyer un petit peu la sauce en termes d'éclairage parce que ça va rendre une meilleure qualité d'image, ce qui sera plus confortable pour les gens qui vous écoutent et qui vous voient à l'écran. L'arrière-plan. Alors, moi, je suis dans un drôle d'arrière-plan aujourd'hui. C'est ma cuisine. Ma maison est en rénovation et donc je n'avais pas forcément beaucoup de lieux super sympathiques à vous proposer. Donc je me suis dit, j'ai choisi la cuisine. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est très marrant. Il y a eu la période des plantes vertes il y a quelques années. Aujourd'hui, les gens sont devant plutôt leur bibliothèque. Il y a un truc avec les bibliothèques comme si... Parce que vous aviez beaucoup de livres derrière vous, bah, du coup, vous êtes supposé avoir l'équivalence en intelligence, en sagesse et en connaissance dans votre cerveau. C'est vraiment très curieux. Donc, j'essaie d'enlever la notification. Voilà. Donc, l'arrière-plan est important. Faites attention à ne pas avoir un arrière-plan trop chargé. Parfois, il y a un cafouillis derrière. Il y a des livres, il y a des ceci, il y a des cela. Et en fait, ça perturbe.
Parce que les gens vous voient, et encore une fois, c'est réducteur ce qu'on voit à travers la caméra. Donc, si on voit votre visage, le haut du corps, et puis du fouillis derrière, ça encombre le regard, ça encombre le cerveau. Vous ne donnez pas un espace de respiration à vos auditeurs. Donc, faites attention à ce que ça ne soit pas fouillis. Faites attention à ce que ce ne soit pas trop personnel. Éventuellement, vous êtes chez vous, la porte est ouverte derrière, il y a les enfants qui passent, etc. Non, essayez que ce soit un espace clos, que ce soit stable derrière vous. Et que ça a un sens avec votre intervention éventuellement. Parfois, il y a des gens qui peuvent avoir des posters. Alors, ça peut être la mer, ça peut être des bateaux, ça peut être la Corse, et c'est bien. Mais du coup, peut-être utilisez-le. Vous mettez 2 posters de Corse, et comme vous le voyez, j'interviens de la Corse, etc., etc. Donc ça, vous pouvez rebondir dessus et utiliser, en fait. Ce que je veux vous dire par là, c'est que rien n'est anodin dans l'ensemble de ces éléments. L'arrière-plan peut également être virtuel. Vous pouvez créer des arrière-plans virtuels. L'intérêt, c'est que du coup, vous pouvez vous situer n'importe où, vous avez l'arrière-plan virtuel. Donc ça, c'est pas mal. La seule chose, c'est que quand vous bougez un petit peu, il y a du flou, voilà, l'image peut être un petit peu, elle est moins nette. Mais c'est pratique, les arrière-plans virtuels. Dernière petite chose, pensez, si vous êtes habillé en blanc, ou alors si vous avez un arrière-plan qui est blanc, n'allez pas vous habiller en blanc parce qu'on ne va pas vous voir. Donc pensez à ça aussi. L'arrière-plan, il est foncé, mettez du clair et inversement. Comme ça, vous allez mieux ressortir votre énergie et vos mouvements aussi. Okay. Si vous avez un arrière-plan avec du papier et c'est des rayures ou c'est des motifs, portez pas un chemisier ou une chemise qui porte plus ou moins les mêmes motifs. Ça va être très difficile au niveau du regard. D'accord? C'est des petits éléments un peu bébêtes, mais en visio, ils sont tous importants. Et par exemple, pour les femmes notamment, mais pas que, les bijoux. Moi, récemment, j'ai fait une visio avec une personne, elle avait des écouteurs filaires et elle avait des grosses boucles d'oreilles, des créoles longues avec des perles, etc. Et donc, dès qu'elle bougeait, et donc, je lui ai demandé d'enlever les boucles d'oreilles parce que ça faisait comme s'il y avait un orchestre derrière elle, quoi. C'était pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut tester tous ces éléments pour que ce soit confortable et pour vous et pour l'autre. Okay. Quand vous portez des lunettes aussi, il faut être conscient que ça peut il peut y avoir un reflet. Et parfois, du coup, il faut tester ça avec l'éclairage parce que parfois, il peut y avoir un reflet et peut-être qu'on ne va pas voir votre regard. Et ça peut être frustrant parce qu'on ne voit pas si vous suivez, si vous écoutez, si vous êtes présent. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de ne pas porter des lunettes, c'est de bien les nettoyer et de tester avec quelqu'un qu'on vous voit bien avec votre éclairage, qu'on voit votre regard. Parce que c'est important, on se raccroche à tous ces éléments humains lors d'une visio. Et puis, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que tous ces éléments doivent vraiment être apprivoisés et en même temps, il y a des éléments que vous devez traiter, c'est évident. Mais vous pouvez passer le relais à quelqu'un d'autre aussi. Les gens n'y pensent pas, mais alors pas forcément, c'est pas tout le temps possible, mais dans une organisation, dans une entreprise, ça peut être possible. Il peut y avoir quelqu'un qui est là en backup et qui s'occupe d'animer ou de gérer tous les éléments techniques. Et ça, pensez-y. Si vraiment c'est pas votre tasse de thé, pensez-y, parce que le plus important, c'est vraiment de pouvoir apprivoiser ça de façon à être disponible pour votre intervention. Si ça, c'est pas testé, si ça, c'est pas maîtrisé ou apprivoisé, ou si vous avez peur d'un bug technique, ou etc., tout ça, c'est de la disponibilité que vous mettez à la poubelle. Et donc, votre intervention sera beaucoup moins intéressante. Il n'y a pas photo, c'est sûr et certain. Donc, il faut en passer, puisqu'on communique par un canal technique, il faut apprivoiser ces éléments du mieux possible. Alors, ça ne veut pas dire passer des jours, ça se fait assez rapidement et faites-vous aider. C'est très simple en fait, hein, d'accord? Faites-vous aider. Et si vraiment vous êtes allergique à certains éléments de la technique, eh bien, demandez à quelqu'un de prendre en charge ces éléments. Voilà pour les premiers points qui me semblent vraiment cruciaux, et à la fois de faire le switch, et à la fois ces éléments techniques à gérer, à apprivoiser pour être vraiment disponible et présent à l'échange.
Donc Vanessa, j'avais proposé de faire des petites pauses. Est-ce qu'éventuellement il y a déjà des retours, des questions, des commentaires ou pas? Alors, dans le fil de conversation, non, mais du coup, on peut demander, voilà, parmi vous, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que vous voulez des précisions? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Est-ce que vous l'aviez mesuré? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez appris des choses? Donc, la parole est à vous. Vous pouvez rallumer vos micros ou dans la conversation si vous souhaitez intervenir. N'hésitez pas tout au long, comme ça, effectivement, Vanessa peut le prendre et peut me donner vos questions quand je m'arrête. Donc, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Allez-y, hein. L'idée, c'est vraiment que ce soit un espace d'échange aussi, malgré tout. N'hésitez pas. Est-ce que vous vous reconnaissez dans toutes ces descriptions? Voilà, voilà, comment on a basculé dans ce contexte-là? Alors, qui a levé la main? Oui, Marie, tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, donc forcément, on se reconnaît dans toutes ces petites astuces. Certaines, on les connaît, certaines, on les imagine, mais on ne les met pas forcément en pratique. Là, je suis en train d'essayer de me concentrer, de regarder la caméra. J'espère que ça se voit. Donc, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, ce qui est très important et la première difficulté qu'on rencontre, c'est on n'a pas assez de bande passante. Donc aujourd'hui, recommence l'école à la maison. Et donc, si jamais des personnes ont prévu une visio de la maison avec certains collégiens ou lycéens qui ont beaucoup de cours en ligne ou de supports en ligne, c'est là la plus grosse difficulté. Voilà. Donc, sinon, c'est vrai que tous les petits outils et toutes les petites mises en garde citées sont très utiles, justement. Et c'est vrai qu'on est, pour ma part, du moins, j'ai peu animé de visioconférence. Donc, on est plus du côté des spectateurs, je dirais, que du côté de l'auditorium. Donc, c'est important voilà, je veux dire, c'est vrai qu'on n'use pas encore assez, on n'a pas encore fait le deuil du présentiel. En plus, on est encore dans une société très orale, très tactile, voilà. Donc, on a quand même de la difficulté à faire le switch. Voilà, le switch est compliqué. Bon, mais on y travaille. L'année dernière, à la même heure, on n'était pas du tout dans les mêmes dispositions. Donc, on a beaucoup évolué. Et donc, il faut imaginer cet outil dans notre vie de tous les jours pour faire peut-être un entretien professionnel avec des salariés qui sont peut-être en télétravail, qui sont peut-être sur le continent. Donc, qu'on faisait venir avant pour faire ce genre d'entretien ou même pour un entretien, comment dirais-je, d'objectif entre un directeur commercial et CN-1. Enfin, voilà. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut s'approprier. Oui. Et avec tous les outils que vous avez cités, ben, on le fera avec d'autant plus de souplesse et d'efficacité. Super. Merci Marie. Merci. Oui, c'est tous les éléments. En fait, ces éléments techniques, ils peuvent paraître rébarbatifs. Ils sont moins complexes qu'il n'y paraît. Une fois qu'on plonge là-dedans, qu'on s'y met, c'est pas si compliqué que ça. Il faut simplement prendre le temps. C'est vraiment un investissement à faire, mais pas forcément si important que ça. Et quand on le fait avec des collègues, qu'on teste ensemble l'outil, etc., c'est quand même agréable aussi. Ça crée, voilà, c'est des moments sympas aussi. Mais une fois qu'on fait ça, du coup, on est à l'aise et on va prendre plus de plaisir à vivre, à animer et à vivre les visios. Et comme vous le dites, les visios, maintenant, c'est fait pour durer. Hein. Ça va être un outil qui va rester dans notre vie, et pro et perso aussi. Donc, c'est intéressant de se les approprier parce qu'on va mieux vivre ces moments-là, en fait. Hein. Donc, merci, Marie, pour votre commentaire. Merci, merci. Isabelle, on a une question, donc c'est Rachida qui nous demande, en fait c'est une question sur un outil en particulier, que pensez-vous de Google Meet? Il faut de la pratique et dépasser sa peur quand on débute. Alors est-ce que tu as un avis là-dessus ou voilà une réponse précise ou générale? Voilà, j'ai utilisé un peu Google Meet parce qu'effectivement, ils étaient un peu à la traîne et pendant le confinement, ils se sont dit qu'il faut vraiment qu'on y aille. Donc, ils ont sorti leur outil Google Meet. Je l'ai utilisé un peu, mais pas trop parce que moi, je reste avec Zoom parce que c'est tellement simple, c'est tellement souple, c'est tellement facile. C'est vraiment, c'est assez remarquable de souplesse comme outil. Et en plus, ils sont vraiment, parce que maintenant, c'est devenu un verbe, hein, même un Zoom. Hein, on parle, il y a certains qui parlent même plus de visioconférence, mais on va se zoomer
Donc vraiment, et donc du coup, ils développent énormément de choses, des fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes. Donc moi, j'en reste avec Zoom pour l'instant. Et donc Google Meet, je l'ai utilisé, c'est un bon outil. Hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment passer du temps à chaque fois à apprivoiser tous ces outils. Après, moi, j'aurais tendance à dire, si vous n'avez pas d'obligation par l'entreprise ou votre structure, etc., à utiliser tel ou tel outil, j'ai pas d'action, mais vraiment, aller chez Zoom, c'est tellement plus facile, tellement plus simple. Il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. C'est d'une facilité, vous envoyez un lien, c'est vraiment très efficace. Et au début, ils ont été un peu décriés à cause de problèmes de sécurité, mais ça, ils ont résolu le truc. Ils sont maintenant très fiables. Donc, voilà. Mais donc, il faut passer du temps si vous restez avec Google Meet, et c'est possible, c'est un bon outil aussi, hein, attention. Hein. Il faut le tester avec des collègues, avec des amis, prenez le temps, vous invitez, vous testez, comme on a fait hier avec Vanessa sur Teams, testez, et comme ça, vous serez à l'aise avec l'outil et vous aurez envie de faire les visios. Si vous n'êtes pas à l'aise, il y a une réticence, il y a une peur, il y a une angoisse qui est en vous et vous n'allez pas être présent de la même façon. Donc, il faut vraiment tester tout ça. OK ? Et un petit élément que j'aimerais ajouter aussi dans tous ces éléments, une chose qu'on ne pense pas forcément à dire, c'est cette chose-là. À savoir que quand vous faites une visio, vous n'allez pas pouvoir vous lever, partir, surtout pas quand vous animez. Donc, pensez tout le temps à avoir une bouteille d'eau et un verre à côté de vous, parce qu'il faut tout le temps s'hydrater. C'est bon de s'hydrater, même pour le cerveau, pour mieux penser, etc. Et notamment quand vous parlez lors d'une visio, etc. La voix, vous pouvez avoir un chat dans la gorge, ou même c'est bon pour la voix également. Donc, pensez à vous hydrater régulièrement, donc d'avoir une bouteille et un verre d'eau à côté également. Et notamment si vous allez intervenir, ça peut être intéressant. Les gens qui peuvent être stressés, vous buvez un petit peu, ça fait du bien, d'accord ? C'est des petites choses et mis bout à bout, je vous promets que ça aide considérablement. Ce que je voulais dire également, et après je vais continuer ma présentation, en réaction, enfin pas en réaction, hein, par rapport à ce que disait Marie, par les visios, etc. L'idée, c'est vraiment, je pense aujourd'hui, de prendre le présentiel pour ce qu'il est, de prendre la visio pour ce qu'il est, et du coup également de réinventer les communications téléphoniques. Moi, de plus en plus, je reviens au téléphone, et je pense que je ne suis pas la seule, parce qu'on fait tellement de visio. Il est prouvé aujourd'hui que les visios usent, ça fatigue. C'est pas naturel, c'est contre-intuitif d'être avec un écran et de ne pas être en présence avec les autres. Donc, on n'est pas habitué. Notre organisme a encore une réaction par rapport à ça. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut opérer le switch pour aider l'organisme, le cerveau, à accepter et à apprivoiser cette façon de communiquer. En même temps, regarder un petit point vert qui est la caméra, voir une galerie de personnes, voir des slides, etc. C'est un peu usant au niveau du cerveau. Donc, quand vous n'avez pas besoin d'une visio, de temps en temps, prenez un rendez-vous avec des collègues ou quoi que ce soit et faites-le par téléphone. Moi, je prends de plus en plus de rendez-vous par téléphone. Et du coup, ça permet d'être à l'aise, ça permet, parce que la visio, on vous voit. Donc, il y a une posture à avoir aussi. Et au téléphone, ben voilà, vous pouvez vous mettre comme ça, vous pouvez... vous êtes seul dans votre bulle, alors que la visio, ben, votre bulle, elle est sous le regard des autres. Donc, et là, c'est une petite parenthèse que je voudrais faire également, le fait de couper les caméras. Il y a des gens, quand ils animent une visio, ils trouvent ça très désagréable que les caméras soient coupées, parce qu'ils disent « ouais, mais je parle, mais à personne, les caméras sont coupées, qu'est-ce que c'est dur, etc. » Mais moi, je comprends que vous coupiez les caméras, parce que ça vous permet d'être dans votre espace, sans avoir ce regard sur vous, en fait. Vous êtes dans votre espace, donc coupez la caméra. Voilà, ça vous permet d'être tranquille, d'avoir la posture que vous voulez, de vous tenir peut-être un peu moins droit, peut-être de vous lever ou de bouger le corps à votre façon, etc. Donc, quand vous animez une visio, si les gens coupent la caméra, et vous pouvez même les inviter à couper la caméra, comme ça, ils ne sont pas sous votre regard et ils seront plus à l'aise. Vous leur donnez un espace de liberté supplémentaire. Donc, il faut avoir de la tolérance également quand les gens coupent la caméra, quand on anime, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça, mais non, on peut couper la caméra pour de très bonnes raisons. OK ? Donc, je vais continuer, Vanessa, si tu veux bien. Une autre question de Rachida, je la pose. Donc,
Alors, je pense que c'est par rapport à ce qui a été dit avant. Je ne sais pas si c'est sur Zoom ou sur Google Sheet, mais c'est Rachida qui demande commencer par la version gratuite ou non. Donc, je suppose que c'est pour Zoom. C'est Rachida. Ouais. Alors, ça dépend des besoins, hein, et chaque plateforme a des protocoles différents. Ça dépend des besoins que vous avez, le nombre de personnes que vous allez avoir. Zoom, effectivement, c'est gratuit jusqu'à un certain nombre de personnes. Je pense que c'est 100 et après, c'est payant. Voilà, Google Meet, je ne sais plus, je pense que c'est gratuit. Ça dépend vraiment des plateformes, mais généralement, c'est payant jusqu'à un certain niveau de participants et après, enfin gratuit et après payant. Après, toutes les fonctionnalités ne sont pas forcément débloquées quand c'est gratuit aussi. D'accord? Donc, il faut vérifier ce que propose la plateforme à chaque fois. OK? Elles sont toutes différentes. Après, je ne sais pas, je peux ajouter une précision. Je ne sais pas, Rachida, si vous êtes étudiante, si vous êtes, voilà, si je ne sais pas, voilà, quelle est votre activité, mais souvent, après, pour les étudiants, il y a aussi je pense qu'il doit y avoir des offres aussi moins chères pour les étudiants. Donc, ça peut être intéressant d'aller, voilà, de s'inscrire avec un statut d'étudiant. Je le dis parce qu'il y a des étudiants autour de nous. Oui. OK. Alors. Plus de questions, c'est bon. Secret numéro 3, impulser du rythme. Pourquoi? Notamment pour 2 éléments. On est actuellement dans une période qu'on appelle d'infobésité. Infobésité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais, jamais le cerveau humain n'a traité autant d'informations. C'est neuf dans l'histoire de l'humanité. On dit, les chiffres disent que on a produit ces 30 dernières années autant d'informations qu'avant, pendant toute l'histoire de l'humanité. On dit aussi que un salarié sur 2 serait en surcharge informationnelle. On dit que le volume d'informations traitées augmente de 15% tous les ans. Donc, notre cerveau, il est surchargé, il est sursollicité, il est un peu, excusez-moi du terme, un peu gavé. Et c'est ce qu'on appelle l'infobésité. Donc avant, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas ce flot d'informations, quand vous disiez des choses, ben, les gens, ils étaient gourmands, ils avaient envie d'apprendre, il n'y avait pas cet accès à l'information. Aujourd'hui, tout le monde sur un téléphone, une tablette, peut aller voir des vidéos, des ceci, des cela, etc. Et donc les cerveaux sont sursaturés. Donc il y a déjà plus la disponibilité de cerveau qu'il y avait avant. Donc déjà, capter l'attention, aujourd'hui, c'est plus complexe que ça l'était il y a 5 ou 10 ans. Première complication. Et comme je vous le disais tout à l'heure, concernant les visioconférences, l'outil aujourd'hui est encore contre-intuitif. Il va falloir l'apprivoiser, s'habituer, faire le deuil, hein, le switch dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut faire le switch du présentiel pour apprécier, avoir envie d'être dans ce virtuel. Mais cette caméra, cet écran, nous oblige à avoir un regard fixe sur l'écran. Et ça crée de l'usure. Ça crée de l'usure mentale, ça crée de l'usure intellectuelle, ça crée de l'usure nerveuse et de l'usure au niveau du regard. Donc tout ça, ça fait que, et en plus, quand on est derrière nos écrans, on est quand même dans une posture statique. On est assis. Le corps humain est fait pour bouger. Le corps humain a besoin de mouvement. Et là, tout d'un coup, on est assis derrière des écrans. Donc, impulser du rythme, c'est le secret numéro 3, ça va être la clé pour rendre vos visios, que ça réveille les gens, que ça les éveille, que ça leur donne envie, qu'ils restent gourmands. Comment on fait ça? On fait ça de 3 façons. Première façon, c'est de créer un déroulé qui soit dynamique. Quand vous animez une visioconférence, vous ne pouvez pas y aller la bouche en cœur. Allez, réunion pendant 1 heure et puis on parlera, on papotera. Non, 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 non. Ça, dans une visio, si vous voulez qu'elle arrive quelque part, qu'il y ait un résultat, il va falloir agencer ces rythmes-là. C'est-à-dire que, imaginez, d'abord, une visio, vous ne la faites pas durer aussi longtemps qu'une réunion. Idéalement, une visio, c'est 45 minutes à 1h15 maximum. Si vous avez normalement des réunions de 1 heure, 2 heures ou 3 heures en présentiel, ce qui est beaucoup trop long,
vous les transposez en distanciel, mais en 1 heure ou 1 heure et demie, où vous faites 2 réunions d'1 heure en distanciel qui vont faire l'équivalent de 2 heures ou 3 heures en présentiel. On ne va pas transposer 3 heures en présentiel en 3 heures en distanciel. Non, l'outil est différent, il faut donc faire différemment. Donc, si vous avez une réunion en distanciel de 45 minutes ou d'1 heure, vous prenez une feuille et vous faites 5 minutes, je pose le contexte. 2 minutes, je me présente et je présente, ou 3 minutes, je me présente et je présente l'intervenant. 2 minutes, on va poser le cadre, etc., etc. D'accord? Et après, vous avez, voilà, pendant 5 minutes, ce sera cette chose-là. 2 minutes, on va passer la parole, on prendra les questions. Il faut créer du rythme, bah, décidément. Il faut créer du rythme. Vous ne pouvez pas simplement laisser un flow comme ça s'installer. Il faut réveiller, il faut impulser du rythme. Et donc, le séquençage du déroulé est la clé. Mais pas que, ça ne va pas être suffisant. Mais déjà là, il faut être bon. C'est comme un morceau de musique. Hein? Il va falloir y aller crescendo et créer des ruptures dans les moments. OK? Deuxièmement, quand vous donnez la parole aux personnes, il faut inviter à des prises de parole courtes. On ne peut pas intervenir en visio comme on intervient en présentiel. Parce qu'en présentiel, quand la personne parle, vous pouvez la regarder, vous pouvez regarder ailleurs, vous pouvez prendre des respirations. Mais quand une personne parle et qu'elle a une prise de parole trop longue, ben non, vous n'avez pas de respiration, sinon que cette personne qui parle. Donc, il faut inviter à des prises de parole courtes, et surtout quand vous donnez la parole à plusieurs personnes, il faut vraiment être vigilant à bien distribuer la parole. Et ça, c'est un outil et c'est une opportunité sublime, j'ai envie de dire, parce que du coup, dans les réunions en présentiel où les gens peuvent intervenir à tort ou à travers ou parler trop et les timides s'effacer, dans l'outil du virtuel et des visioconférences, vous pouvez réguler ça. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que quand vous distribuez la parole et vous êtes maître du temps, vous invitez les gens qui parlent trop, vous leur dites prise de parole courte. Vous avez 1 minute pour intervenir, ou je demande à ceux qui, généralement, parlent un peu plus longtemps, d'être vraiment très précis et de ne prendre que la parole qu'1 minute, etc., etc. Ça veut dire que les gens qui généralement parlent trop, vous allez pouvoir réduire leur temps de parole. Et les timides, vous allez pouvoir les inviter à prendre la parole. Et ce qui est intéressant dans les visios, c'est qu'il n'y a plus le poids du groupe. Il n'y a plus le présentiel du groupe avec tous les regards qui, tout d'un coup, boum, vous pouvez les vivre comme un poids sur vous. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les timides peuvent prendre leur place lors d'une visio. Mais donc, du coup, l'animateur doit bien distribuer la parole et bien inviter chacun à prendre la parole dans un laps de temps donné. Donc ça, c'est la beauté des visios, c'est qu'en fait, les timides peuvent prendre leur place. Ça, c'est un bel atout. Et puis, troisième élément, en ce qui concerne le rythme, c'est mettre du peps dans la voix. D'accord ? Je ne vais pas vous dire, donc en visio, il va falloir impulser le rythme et vraiment, il va falloir penser au séquençage, que ce soit vraiment dynamique, inviter à des prix. Vous voyez ? Je vous endors, c'est hypnotique. Non, il ne faut pas une voix comme ça. Il faut ramener, il faut bien articuler et ramener de l'énergie dans la voix. C'est comme ça que vous maintenez l'attention de vos auditeurs grâce à l'énergie que vous mettez dans la voix. En réunion, en présentation, même en présentiel, c'est clé et ça l'est encore plus en visio. Mettez de l'énergie dans la voix, pensez à incarner ce que vous dites et ça, vous pouvez le travailler. Hein. Vous ouvrez un livre, vous ouvrez un magazine, vous lisez à voix haute et vous mettez du peps dans la voix. Hein. Séquencez votre déroulé de façon dynamique. Exagérez un petit peu et comme ça, vous allez l'habiter et ça va être naturel. Et entre parenthèses, excusez-moi pour les fautes d'orthographe, notamment sur le verbe impulser. Voilà, donc le rythme, c'est vraiment un facteur clé. Ensuite, le secret 5, l'idée c'est vraiment justement, comme je vous le disais en introduction, de combiner la technique, que la technique fonctionne, utiliser la technique et ramener de l'humain. Donc l'interactivité, ça va être clé dans ces moments-là. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a plusieurs façons.
déjà, faire des tours de table. Alors, ça dépend des moments, hein, ça dépend de votre public, ça dépend de ce que vous allez offrir, etc. Le tour de table, et ça dépend du nombre de personnes. Si vous avez 100 personnes, 200, ça va être compliqué. Un tour de table, ça permet à chacun de prendre la parole et déjà d'être présent au moment, comment dire, d'amener son énergie dans ce moment-là. Donc, le tour de table est intéressant et ça peut être, vous donnez 1 minute, 1 minute et demie, présentez-vous, dites-nous où vous êtes, simplement une petite parole et comme ça crée une petite cohésion de groupe. Donc, le tour de table, c'est intéressant. Une petite anecdote, il y a peu de temps de ça, en fait, tous les ans, j'anime notamment une formation auprès d'étudiants de Isaeus Supaéro à Toulouse, donc c'est l'aéronautique. Et donc, j'ai notamment une journée de 6h30 de cours avec eux. Cette année, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait les 6h30 en visioconférence. 6h30 avec quand même, hein, il y avait le déjeuner, hein, mais quand même, sinon, il y avait 1 heure de pause, mais sinon, on a fait 3h et 3h30. Bref, le matin, j'ai décidé de faire un tour de table. Ils étaient 18, donc je leur ai donné 2 minutes. Ils ont pris un peu plus et j'ai laissé plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gamins, enfin des étudiants de 24 ans, étaient, comme ils le disent aujourd'hui, assez dégoûtés de ce qu'ils vivent en ce moment. Ils n'en pouvaient plus. C'était insupportable de passer leur journée derrière un écran, de voir personne, d'avoir aucun lien social. Et donc là, d'avoir une journée avec 6h30 de visio, vraiment, ils n'en avaient aucune envie. Et donc, chacun, en fait, s'est déposé comme ça. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte où est-ce qu'ils étaient et d'aller les chercher là où ils étaient. Donc, je les ai entendus. Déjà, ils se sont sentis respectés d'avoir été entendus. Donc, on en a parlé un petit peu. Je leur ai dit qu'évidemment, je comprenais et qu'on allait faire au mieux. Donc, ça a donné un moment, en fait, ça a créé une cohésion, ça a donné un moment où ils ont pu se dire, et vraiment, ça leur a fait beaucoup de bien. Et en fait, on a passé 6h30 exceptionnelles. Et à la fin, ils avaient envie que ça continue. Ça a été un moment fort. Mais pourquoi? Parce qu'on a démarré par le tour de table et que j'ai pu les entendre. Je n'aurais pas fait ce tour de table, je pense que la journée n'aurait jamais été la même. Donc, cette interactivité est les clés parce que comme on ne voit pas les gens, on ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont. Et donc, il faut vraiment aller les chercher là où est-ce qu'ils en sont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises créent aussi des cafés virtuels. C'est-à-dire que dans l'équipe, on va se réunir en visio, mais pas forcément avec un ordre du jour, simplement pour se dire où on en est, comment on vit ça, les contacts qu'on a, etc., pour libérer cette parole. Vous savez, toutes les communications ou tous les moments d'échange qu'il y a à la machine à café ou dans l'ascenseur ou dans le couloir. Redonner vie à ça, parce que c'est ce qui fait le sel de la vie et c'est là aussi où il y a des choses essentielles qui se transmettent. Donc, l'interactivité, c'est les tours de table. Ça peut être des petits icebreakers, demander aux gens où ils se trouvent, comment ils vont, etc. Ça peut être d'utiliser des sondages, tous les outils. C'est pour ça, allez explorer votre plateforme et voir les outils qu'elle vous permet. Les outils, le sondage, c'est intéressant. Par exemple, demander en visioconférence, est-ce que vous êtes à l'aise ou pas? Et vous avez le sondage, les gens répondent tout de suite et vous avez le résultat en live, en direct. Et donc, 50% d'entre vous êtes à l'aise en visio et 50% ne l'êtes pas. Et du coup, là aussi, ça crée une petite cohésion de groupe. Donc ça, c'est intéressant. Les plateformes permettent également de créer des sous-groupes. Quand vous passez beaucoup de temps ensemble, et c'est ce que j'ai fait avec mes étudiants pendant 6h30, ils ont travaillé en sous-groupe. Donc, on a créé des sous-salles. Donc, ils étaient tous en sous-salle. Et donc, j'allais les voir, je leur rendais visite. Et quand j'étais dans une sous-salle, d'autres étudiants qui étaient dans une autre sous-salle pouvaient m'envoyer un message en me disant « on a besoin de vous ». Et donc, moi, j'avais une notification « la sous-salle 2 a besoin de votre aide ». Donc, il faut connaître ces outils-là pour pouvoir les utiliser. Et du coup, ça rend ce moment intéressant, vivant, etc. On peut se réapproprier ces moments-là. Il y a également, et ça, tout ça, c'est présent dans toutes les applications, il y a également le tableau blanc. Vous savez, c'est l'équivalent du tableau noir à l'école, mais c'est en visio. C'est-à-dire que vous, l'animateur, ou même d'autres participants, vous leur donnez accès au tableau blanc et ils écrivent sur leur ordinateur quelque chose et donc tout le monde le voit en direct. Et donc, on crée le contenu ensemble, en fait. Donc, tout ça, c'est des outils. Il n'y a pas besoin de connaître tous les outils, mais voilà, ceux-ci, c'est les outils relativement basiques qui permettent d'animer et d'amener de la vie, de l'humain, de l'échange, de l'interaction dans ces moments-là et de les rendre vivants.
Voilà, voilà. Donc, je vois comme il est 50, je vais avancer. Le secret numéro 5, c'est les 3 grâces. Les 3 grâces, c'est les 3 qualités essentielles à amener dans ces moments-là pour bien les vivre. La première qualité, ça peut paraître paradoxal, c'est la chaleur. La chaleur, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la Harvard Business Review. C'est la revue qui vient de la Harvard University, qui est donc vraiment un support extraordinaire. Et en fait, il y a eu beaucoup d'articles décrits qui disaient que la base du charisme, ce qu'on trouve à la base du charisme, en fait, c'est la chaleur. Surprenant, hein? La chaleur, c'est quoi? La chaleur, c'est à la fois c'est l'empathie, c'est l'ouverture à l'autre et c'est presque un certain enthousiasme. Donc cette qualité de chaleur, elle est fondamentale dans le lien à l'autre, que ce soit en présentiel, mais encore plus en virtuel, parce que justement, on est éloignés physiquement les uns des autres. Donc il faut réintroduire cette chaleur dans votre présence, dans votre voix, dans le fait de poser des questions, dans le fait de faire un tour de table, etc. Réintroduisez cette chaleur. L'engagement. C'est un petit peu, ça revient un petit peu à cette notion de rythme, c'est-à-dire que quand vous animez une visio, il va falloir y mettre de l'engagement, il va falloir vraiment habiter ce que vous dites, avoir de l'enthousiasme et de la passion, parce que si vous êtes à l'autre bout de l'écran comme ça, et que c'est un petit peu mort-vivant ou plat, ou là, ça va être compliqué pour les auditeurs de vraiment suivre le fil. Donc, il faut de l'engagement, il faut du peps. Et puis, troisièmement, j'aime bien rappeler régulièrement cette notion de courage. Le courage, c'est du cœur à l'ouvrage. Donc, en fait, on pourrait dire que ça reprend la chaleur et l'engagement. Mais ce que je veux dire par le courage, c'est vous autoriser à également intervenir sur des choses qui sont plus délicates et plus difficiles. Quand je coach des gens, il y a beaucoup de personnes, des managers ou autres qui me disent « Ah, mais ça, je ne vais pas en parler, c'est un peu délicat. Oui, mais là, je n'ai pas la réponse, je ne vais pas en parler. Ah, ça me semble un peu… » Ben non. Je pense que c'est là où justement les gens vous attendent. Allez rencontrer les gens là où ils vous attendent. Donc, il peut y avoir des sujets délicats. On ne vous demande pas d'avoir la réponse à tout. C'est pas ça. Mais allez aborder ces sujets. En fait, un petit peu comme il s'est passé avec les étudiants, où on a parlé, voilà, je leur ai donné la parole. Je leur ai donné l'espace et du coup, le fait de pouvoir exprimer ce qu'ils vivaient, là où ils en étaient, ça les a vraiment soulagés. Ils ont été entendus, ça leur a fait un bien fou. Et le courage, c'est ça aussi, c'est d'aller dans des territoires nouveaux, c'est s'autoriser une parole et autoriser à l'autre une parole. On n'a pas la réponse, on n'a pas la solution, mais au moins, on va voir comment on peut faire ensemble, en fait. Et souvent, c'est passé sous silence. On veut rester dans un territoire qu'on maîtrise, mais non. Autorisez, ouvrez-vous l'espace parce que du coup, ça devient un espace fécond en fait pour pas mal de choses. Ok ? Donc, je vais terminer sur les 4 lois de l'autre. Je vais aller assez rapidement parce que je vois qu'on a passé l'heure, mais ça va être assez rapide. Les visioconférences, évidemment, elles sont dans un contexte de télétravail et donc, notamment aujourd'hui, encore une fois, de travailler chez soi. Et ça peut être complexe. Donc, il y a 4 clés au niveau du télétravail. On ne va pas pouvoir les aborder rapidement, évidemment, enfin précisément, mais je vais vous les donner quand même. Mais probablement, vous les avez déjà intuitées ou déjà éprouvées. Les 4 clés du télétravail, c'est d'abord l'organisation. Parce que quand on va dans une entreprise ou dans un lieu, il y a déjà un rythme, il y a déjà un emploi du temps, une organisation, il y a des collègues. Donc, il y a tout un rythme dont on bénéficie, il y a toute une dynamique dont on bénéficie, il y a des connaissances à côté, on peut poser des questions, il y a tout un environnement aidant qu'on n'a plus quand on est à la maison. Donc, il va falloir se prendre par la main par l'organisation. L'organisation, il faut se faire des to-do list la veille, il faut se faire un planning, il faut marquer dans le planning les préparations d'événements. Vous avez une visio, vous ne pouvez pas simplement prendre le rendez-vous de la visio, il faut vous marquer des plages de préparation, des plages pour apprivoiser l'outil. Tout ça, ça doit rentrer dans votre emploi du temps. Donc ça, c'est l'organisation. Il y a l'adaptation, parce que tout d'un coup, effectivement, on avait bien séparé la vie pro de la vie perso, et là,
eh ben, il va y avoir fatalement des interruptions. Quelqu'un qui vient vous voir, le chat, le chien, etc. Et il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé avec des enfants, des experts à la télé qui ont été interviewés, les enfants qui arrivaient, etc. Donc, il va falloir laisser un espace pour la vie perso et laisser un espace pour la vie pro, sachant que parfois, il y aura la collision entre les deux espaces et c'est OK. Donc, si vous arrive quelque chose, l'enfant arrive ou quoi que ce soit, incorporez-le parce que du coup, il va partir plus vite. Mais si vous faites en sorte de ne pas le voir, il vous dérange, etc., il va être ennuyé et donc du coup, il va vous poser beaucoup plus de problèmes. Donc, s'il y a des choses inattendues qui interviennent, ne faites pas comme si elles n'existaient pas. Tenez-en compte et du coup, ça disparaît beaucoup plus facilement. Les deux autres éléments, du coup, c'est l'engagement aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous deveniez proactif et force de proposition. On ne peut plus attendre le descendant, on ne peut plus attendre que le collègue ou quoi que ce soit. Vous êtes chez vous, il va falloir être proactif et être force de proposition, puisque vous êtes isolé dans votre façon de travailler. Et puis, le quatrième élément, c'est l'autonomie. L'autonomie, là aussi, vous êtes seul, donc il va falloir, en fait, c'est tous les éléments que j'ai déjà pris, vous organiser et là aussi, apprendre à travailler seul, en appelant les collègues, en gérant tout ça, mais il va falloir apprendre à être seul. OK ? Donc ça, c'est les 4 lois sur lesquelles je passe très vite, mais qui sont le contexte plus large des visios. Et puis, pour terminer, j'aimerais, je pense, c'est la feuille de route. Donc, comment faire pour démarrer une visio, pour que la visio fonctionne bien? Comme je l'ai dit, donc là, on reprend les choses en transversal, c'est bien vous préparer, à la fois au niveau du switch, donc c'est mental, c'est émotionnel, c'est faire le deuil du présentiel et vraiment apprécier la visio, parce que finalement, cet outil, mais c'est une chance, c'est un atout. Donc, vraiment, le prendre comme une chance et pas comme une problématique, d'accord? Donc, apprivoisez la technique, faites des tests, préparez-vous, agencez le contenu, etc. Donc, faire le tour de chauffe, c'est les tests, opérer le switch, penser rythme et interactivité, et donc amener de la chaleur et de l'enthousiasme dans ce moment de partage. Et après, créer une expérience. Créer une expérience. Et j'aimerais partager avec vous justement cette citation que j'adore de Maya Angelou, qui est prix Nobel de littérature. C'est une écrivaine américaine qui est morte maintenant il y a 2 ans, qui nous dit quelque chose qui est tellement vrai. Les gens oublieront ce que vous leur avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Les gens oublieront ce que vous leur avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. C'est tellement vrai. Donc, dans une visio, pensez également expérience, pensez échange, pensez rythme et interaction. Voilà, Vanessa. On va revenir. Il y aurait beaucoup d'autres choses. Du coup, je vais... alors, je voudrais arrêter mon partage. C'est la petite flèche. Voilà, super. Tu vas pouvoir voir tout le monde. Ah, ben on voit des têtes, c'est bien, ça va. Écoute, merci en tout cas Isabelle pour ce partage. Je pense qu'on mesure en fait le challenge qu'on a tous relevé il y a 1 an sans avoir eu le temps de se questionner. On s'est laissé embarquer et je pense que c'est un moment qui nous a permis de prendre du recul, qui nous montre qu'il y a des tas de possibilités qu'on n'exploite pas forcément. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Je préfère que vous vous exprimiez vous, parce que moi j'étais convaincue du sujet par Isabelle avant. J'espère juste que, voilà, que c'était un plaisir partagé par vous aussi. Il y a plein de têtes qu'on connaît. Hein. Je reprends la question de Rachida. Donc Rachida demande comment rester zen et poursuivre sereinement si un participant n'est pas coopératif ou perturbant. Alors, il me faudrait des éléments. Et Joanne a répondu, pardon. Joanne a répondu, il est radical. En fait, il ne faut jamais prendre les choses personnellement. Voilà.
s'ils ne sont pas coopératifs ou quoi que ce soit, il faut pas oublier que les gens ont leur vie, qu'on ne connaît pas. La personne peut être de mauvaise humeur, il peut se produire que ses parents ou son père ou je ne sais trop qui, un proche est à l'hôpital. Donc, on ne sait pas tout ça, on ne connaît pas tout ça. Donc, il faut essayer de le prendre par le bon bout. Et déjà, quand on cherche à le prendre par le bon bout, la personne entend ça, le comprend et ça facilite. D'accord? Donc, après, je ne connais pas les cas de figure, mais il n'y a aucune raison, si vous êtes dans la bonne énergie. Après, il faut savoir être ferme et poser les limites. Hein. S'il y a quelqu'un qui est vraiment pas grossier, mais pas loin, il faut être capable de poser les limites et d'arrêter. D'accord? Mais a priori, il n'y a aucune raison, si vous êtes dans la bonne énergie, quelqu'un arrive et soit désagréable. Alors, s'il y a plus d'éléments, je veux bien entendre de façon à décrypter ce moment. Johan, lui, répond, lui coupe sa caméra et son micro, parce que Johan est dans la bienveillance en permanence, donc et dans la pédagogie, mais bon, si vous le connaissez, vous savez que c'est pas comme ça qu'il fonctionne. La parole est à vous tous et vous toutes. Est-ce que, comme tout à l'heure, ça vous inspire des situations vécues, des opportunités pour faire différemment, des choses que vous aviez perçues intuitivement, mais que du coup, là, ça, peut-être que ça devient un peu plus concret. Qu'est-ce que ça vous inspire? Soit parce que vous organisez des visios et que vous devez les animer, soit parce que vous passez beaucoup de vos journées en étant invité à des visios. Donc, donnez-nous votre expérience et vos ressentis. Ça sera l'occasion de compléter pour tout le monde. En étant étudiante, je parle, je pense aussi pour ceux qui sont dans ma classe et qui sont là, on se rend compte qu'il y a des profs qui sont vachement à l'aise justement avec tous ces outils. Mais d'un autre côté, par contre, il y en a, c'est un carnage, quoi. Ils ne sont absolument pas adeptes de tout ce type-là d'outils que vous nous avez donnés. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué d'être capté, on dirait. Ah, mais je sais. Je parlais des étudiants que j'ai eus, ils me disaient les profs, c'était une catastrophe. En fait, il y en a même qui lisent, ils ont un cours et ils lisent le cours comme ça. Après, les profs, c'est particulier. Il y a des profs parmi vous parce que les profs, ils ont tellement l'habitude de prendre la parole en cours que souvent, pas tout le temps, mais souvent, on ne peut pas leur apprendre. Moi, j'ai même une de mes meilleures amies, elle est prof à la fac, et elle me dit, mais je ne vais jamais apprendre à prendre la parole, je fais ça tous les jours, donc je sais. Donc, quand il y a une mentalité comme ça, on ne peut rien faire. Donc ça, je suis d'accord. C'est comme dans la vie, en fait. Il y a des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de bien faire, qui sont intéressés, qui sont curieux, qui sont gourmands, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, s'ils ne le sont pas, on ne peut pas faire grand-chose. Surtout si le proviseur ou quoi que ce soit. Mais par contre, peut-être faire remonter l'info au proviseur, qu'ils apprennent, qu'ils aient des outils, parce que c'est neuf pour tout le monde. D'accord? Ce n'est pas inné cet outil-là, il faut apprendre à l'apprivoiser justement. Donc peut-être faire remonter l'info au proviseur pour leur donner des bases au moins en termes de cadrage, en termes d'éclairage, en termes de peps dans la voix, qu'ils apprennent quand même le b.a.-ba. Pour eux, ce sera plus sympa et pour vous aussi, quoi. D'accord? Moi, je me rends compte, bonjour à tous, je me rends compte que je suis en blanc sur fond blanc, donc mais catastrophe, allez vite vous changer. J'en prendrai note pour la prochaine fois. Merci pour ces apports. En tout cas, c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps, donc c'est un sujet très actuel pour tous. Moi, ça fait sur la question de la personne non coopérante et je pense qu'il ne faut pas perdre son énergie à essayer de la contrer, mais au contraire de l'intégrer. C'est le côté participatif que vous disiez tout à l'heure. Essayer de justement peut-être même trouver une solution tous ensemble, faire en sorte que le groupe s'intéresse à la problématique de la personne, sans forcément focaliser et prendre trop de place, mais ça peut être une stratégie au départ à essayer d'intégrer cette personne avec sa problématique dans la dynamique de groupe finalement. Ça peut je pense que ça peut être une stratégie. Après, évidemment, il ne faut pas se laisser embarquer et empoisonner par sa problématique. Après, il faut peut-être être un peu plus radical. Du coup, là, je laisserai détailler s'il veut. Et puis l'autre expérience que je voulais partager sur l'aspect participatif, moi, j'avais essayé quelque chose qui avait bien marché aussi. C'était
en fait, on avait cerné la problématique tous ensemble et puis après, chacun allait faire des collages, les constructions par elle-même. Et du coup, on avait carrément tous coupé les écrans, les micros, etc. Et on s'était donné un quart d'heure et on se reconnecte tous dans un quart d'heure. C'est-à-dire qu'on coupe, on revient à soi-même et on fait son exercice, etc. Et ça fait une bonne rupture aussi. Voilà. Après, ça peut avoir le risque aussi d'en perdre, mais bon, ça avait été plutôt pas mal comme rupture de rythme. Bien. Et une chose que je n'ai pas mentionnée, parce que c'est vrai que les visios sont arrivés dans notre vie comme ça, soudainement, et voilà, on est tous absorbés par tellement de visios. Il faut savoir, quand c'est possible, de les réguler dans notre emploi du temps, c'est-à-dire ne pas en prendre trop, ne pas proposer trop de visios. C'est pour ça que le téléphone, ça peut être sympa. On met les oreillettes, on marche, on bouge. Ce que je veux dire par là, c'est rappeler le fait que le corps, il n'est pas fait pour être assis. Il est fait pour être debout et bouger. Donc déjà, les visios, il faut réduire le temps et il faut aller se lever. Quand on a arrêté une visio, il faut bouger le corps, etc., etc. C'est vraiment important. Et moi, dans le bouquin, d'ailleurs, j'ai mis des exercices de gymnastique parce qu'il faut étirer, il faut réveiller, etc. Et quand j'avais eu mes étudiants pendant 6h30, à un moment, je ne l'ai pas fait finalement parce que ça ne m'a pas semblé si nécessaire, mais j'ai failli à un moment leur dire, OK, vous savez ce que je vous propose, on se lève tous et on va faire 5 minutes d'étirement, etc. Mais sérieusement, et j'étais à 2 doigts de le faire et ça ne me posait pas de problème. Mais il faut s'autoriser, il ne faut pas oublier, ce que je veux dire, c'est qu'on a un corps qui a d'autres besoins. Son besoin à lui, ce n'est pas d'être assis. D'accord? Donc, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il faut compenser à d'autres moments. Il faut aller respirer, il faut aller dehors, il faut aller bouger entre deux visios, etc. Et il faut s'accorder ce temps-là pour être, du coup, arriver à la visio dans un état d'esprit beaucoup plus fécond, en fait. D'accord? Moi, je voulais... Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, moi je voulais déjà vous dire merci pour les outils. Merci Vanessa de nous avoir invités à ce webinaire. Moi personnellement, je suis quelqu'un de très spontané et habitué au présentiel. Et moi, c'est le genre de truc qui me perturbe de faire des visios, d'être filmé, de voir mon image à l'écran, etc. Et je voulais témoigner et dire que effectivement, le fait de ne pas avoir la caméra, c'est très confortable. Ouais. J'ai fait l'expérience du coup aujourd'hui. Habituellement, je montre toujours ma bouille, mais là, j'ai dit tiens, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Et oui, donc du coup, j'ai appris pas mal de choses. Je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne fais pas et que j'essaye de coller le présentiel sur le visio et que c'est vraiment pas le truc à faire. Donc voilà, je rectifierai pour les prochaines fois. Et voilà, je suis beaucoup dans la spontanéité personnellement et du coup, je ne suis pas habituée à me préparer, à tester les outils, à faire tout ça. Et donc, je confirme, il y a une perte de temps au moment de la connexion. Voilà, donc forcément, on ne rentre pas dans le cadre au niveau de l'espace-temps, on déborde, etc. Donc non, c'était plutôt chouette. Et du coup, et pour dire, quand je coupe ma caméra, quand j'assiste à des webinars ou des choses comme ça, souvent j'en profite effectivement pour bouger. Je peux même écouter et faire de l'exercice physique à côté. Donc je suis habituée à faire 2-3 choses en même temps, souvent. Et du coup, c'est plutôt agréable, quoi. Donc voilà. Mais écoutez, merci beaucoup Isabelle pour cette intervention. Merci. Et pour répondre à ce que vous dites, effectivement, quand vous vous voyez vous-même à l'écran, quand on fait une visio, c'est vrai qu'on a notre visage. Et en fait, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. C'est complètement contre-intuitif et ça ne nous arrive jamais de parler à quelqu'un et de voir notre propre visage. Ça ne nous arrive pas. Et donc, en fait, les applications l'ont comprise et elles sont en train de travailler au fait qu'on n'ait plus besoin de se voir. Ou au moins, on peut choisir de ne plus être soi-même à l'écran. Donc, elles y travaillent parce qu'elles ont compris que ça ajoute à l'usure de l'outil, ça. Le fait de se voir soi-même, en fait. Et Voilà.
Donc, merci. Et alors, le fait d'être spontané, c'est une qualité. Le fait de se préparer, c'est aussi une qualité. Hein. Et les deux peuvent aller ensemble, je vous rassure. Ah oui, mais je travaille sur la structure. Hein. Je travaille sur tout cet aspect-là que je n'aime pas du tout, mais que je sais bien, c'est primordial. C'est évident que quand on se prépare, ça fonctionne vachement mieux. Mais, oui, c'est super important. J'y travaille. Bonne chance, merci. Merci. D'autres questions, commentaires? Bon, en tout cas, merci à tous pour vos réactions, pour votre implication. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Moi, comment je vivais les visioconférences, au début, je les ai vécues comme des crash tests. Hein. C'est-à-dire, c'était dur. C'était très, très dur. Au début, c'était qu'au sein de l'équipe. Donc là, il y a Julie, Morgane n'y était pas. Donc, on a tous découvert en même temps. Donc, voilà, on a toutes appris les unes des autres. Voilà, il y avait, dans l'équipe, il y a ceux qui ont de l'appétence pour les visios, le digital. Donc, voilà. On a tous débuté ensemble, mais moi, personnellement, j'ai vécu notamment ma première AG l'année dernière en assemblée générale, en visio. J'ai passé beaucoup de temps à la préparer, j'avais fait tous les tests, etc. Mais voilà, comme je l'aurais fait en présentiel, mais j'ai quand même eu l'impression de me jeter dans le vide au moment où on s'est connecté, vraiment. Avec ce petit suspense de qui va se connecter, qui va pas se connecter. Enfin, il n'y a pas les moments d'accueil quand on est en présentiel, on accueille les gens un par un, où effectivement il y a le café, tout ça disparaît. Et le switch, moi le switch, je l'ai vécu souvent vraiment comme le crash test. Hein. Et c'était pas confortable et j'ai quand même l'impression à chaque visio de faire une première. Mais en fait, c'est vrai que ça a été brusque. Il n'y a pas eu de transition, il n'y a pas eu de changement. Ça a été du jour au lendemain, le monde s'est transformé. Tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et l'idée, vraiment, moi, s'il y avait une idée avec laquelle j'aimerais vous laisser, c'est qu'en fait, les visios, c'est une chance. C'est une chance. Le présentiel, on en est privé relativement en ce moment, ça va revenir. Donc, il est là le présentiel, il n'y a pas de problème. On va retrouver le présentiel, on va avoir l'expérience du présentiel, il n'y a pas de souci. Mais les visios, du coup, c'est un outil, c'est fabuleux. On peut connecter avec des gens qui sont loin, on peut voir le visage, on peut voir ce qu'ils ressentent grâce à la vue. Enfin, c'est fantastique, c'est un outil sublime. Après, il ne faut pas ne manger ou ne consommer que de la visio. C'est ça où il y a quelque chose à composer entre le présentiel, la visio et reprendre le goût du téléphone. Parce que parfois on fait de la visio et le téléphone serait bien mieux. Parce qu'encore une fois, on peut bouger, ça suffit, on n'a pas besoin de prendre des notes, etc. Donc il faut se réapproprier ces outils, voir dans lesquels on se sent mieux, mais il faut prendre chaque outil pour ce qu'il est et chaque outil est une bénédiction en fait, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment ça. Donc il faut vraiment faire tomber les peurs ou les frustrations ou le stress, parce que du coup, comme tu dis, toi, chaque événement est un crash test, c'est un peu dommage parce qu'en fait, ça peut être un moment de partage, de joie, et voilà. Mais du coup, il faut tester, il faut quand même apprendre au début, il faut passer ces tours de chauffe là pour après se sentir plus à l'aise et pouvoir vivre le moment et être vraiment pleinement présent à l'échange et le vivre bien, quoi, en fait. Je voulais revenir sur quelque chose qu'a dit Isabelle en tout début, sur le fait qu'en fait, la communication, ce n'est pas que parler, c'est aussi écouter. Oui. Et c'est quelque chose qui m'a justement beaucoup, pas perturbée, mais au tout début, quand on a commencé à faire toutes ces visioconférences, c'était très, très difficile pour moi de ne pas pouvoir ressentir l'énergie de la personne qui était en face de moi, d'avoir l'impression qu'elle était derrière un mur ou là, mais pas vraiment là, comme s'il était caché par un espèce de voile invisible, et d'avoir cette sensation de lointain. Et c'était très difficile pour moi de m'y adapter. Et maintenant, 1 an après, c'est toujours assez compliqué d'avoir les personnes toujours un peu loin. Mais d'une certaine manière, j'ai réussi à m'y adapter parce que maintenant, j'ai compris que c'est... Même si j'arrive toujours pas vraiment à capter l'énergie, j'arrive mieux à écouter et à tout baser en fait sur la voix, même si elle est un peu voilée par l'écran. Et
c'est, je pense, la plus grande progression que j'ai pu faire en un an avec la visioconférence. Oui. Merci Juliette pour ton retour, merci, merci. C'est sûr que pour toi, l'outil est vécu différemment, évidemment. Et donc, oui, tout repasse par la voix, mais c'est plus la voix en présentiel. C'est encore une autre façon d'appréhender la voix, parce que c'est pas la voix du téléphone non plus. C'est encore une autre façon d'entendre la voix. Donc, il a fallu que tu découvres tout ça. Hein. Et C'est ça. c'est ça, hein, c'est ça. Et du coup, comment tu te sens maintenant en visio? Ça va? Ça va ou pas? Comment tu le vis? Alors, ça va. Enfin, sur une échelle de 1 à 10, on va dire que je préfère toujours le présentiel. Je dirais que c'est un entre-deux entre le présentiel et le téléphone où je suis vraiment. C'est pas que je suis pas à l'aise, mais ça me demande beaucoup d'énergie. C'est un espèce de pont où il y a à la fois cette intensité que je peux ressentir au téléphone, mais en même temps, on arrive quand même à retrouver un peu de la spontanéité du présentiel. Donc, je dirais que c'est un entre-deux. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. Merci pour ton partage. Oui. Je pense, on a dépassé le temps, mais bon, tout le monde est resté, donc j'espère qu'on ne vous retarde pas dans vos activités. Moi, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, vraiment, ça nous a aidé à prendre du recul, à quel point quand même ça a bouleversé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on nous a dit c'est comme ça que ça marche et on n'a pas questionné, on n'a pas remis en cause. Mais effectivement, ça a bouleversé beaucoup, beaucoup de choses et plus que ce qu'on pensait. C'est pas que la technique, c'est pas que l'absence de présentiel, c'est effectivement comment l'organisme y réagit. Hein. Et effectivement, quand on fait des journées entières de visio et qu'on est épuisé, et ben maintenant, enfin, on comprend pourquoi. C'est pas, voilà, c'est un ensemble de choses auxquelles se rajoute le télétravail, la cohabitation de plein d'activités sous le même toit. Je crois que vraiment, ça mérite qu'on y passe du temps pour s'y préparer et pour qu'effectivement transformer ça en expérience réussie. Même si on est dans des organisations où on n'a pas le choix, même si on est avec du management qui n'a pas forcément perçu ça. Puisque maintenant, nous, voilà, aujourd'hui, on a pu se questionner, mais est-ce que le reste de l'équipe va se questionner de la même manière? Est-ce que les responsables, les managers vont se questionner aussi? Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné les clés pour que vous, déjà, moi, à votre niveau, tout le monde puisse faire de ça une expérience réussie, quoi. Vraiment. Oui, c'est pas qu'un outil technique, c'est beaucoup plus complexe, en fait. Ouais. C'est une expérience. Oui. Ah ouais. Et on focalise sur une opportunité grandiose, mais il faut savoir la gérer. Donc, en tant qu'opportunité et en tant que, voilà, tout ce qui se passe autour, le bouger le corps, comme on disait, etc., réagencer l'emploi du temps, rééquilibrer présentiel, visio, téléphone, etc. Donc, c'est complexe. En même temps, c'est pas si compliqué. Et après, quand on arrive avec du goût et de l'envie au visio, bah, ça change tout, quoi. Tu vois. Mais si tout le monde pouvait être accompagné sur ça, ce serait vraiment top parce qu'on vit tous des situations différentes, notamment dans le monde de l'éducation où en plus ils doivent transmettre, donc il y a encore un autre enjeu, mais je pense que ça mériterait qu'on soit tous accompagnés. Oui. J'ai une dernière question. Joanne gère le chat. Merci Joanne. Qui répond aux questions de Rafida. Donc tu vas être mon co-animateur maintenant, Joanne, s'il te plaît, si tu veux bien. Donc la question, tout le monde l'a vu dans le fil de conversation. Non, j'ai pas vu. Donc des questions sur WhatsApp, sur la place de WhatsApp dans les visios. Bien, ouais. Voilà. Et Joanne apporte des précisions sur le fait que WhatsApp n'est pas forcément adapté aux visios et qui perd du terrain. C'est Telegram qui monte en puissance. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Super. Ouais. Super. Est-ce que vous voulez encore réagir, partager vos expériences? En tout cas, merci à tous. Alors moi, quand je vois Isabelle, j'ai un sentiment d'amour et de haine en même temps. Mais bon, ça, elle le sait déjà. Ça, on va vous laisser, alors réglez vos comptes. Je peux rougir, un petit coucou. Ça va se voir. Je ne pouvais pas faire de coucou avant parce qu'il y avait un peu de bruit, donc je fais un petit coucou maintenant. En tout cas, merci à tous. Merci Isabelle d'avoir partagé tout ça. Merci. Je pense que vous avez vu passer les coordonnées d'Isabelle si vous voulez aller plus loin. Voilà, elle a un site, elle a des ouvrages qui permettent d'aller plus loin. Puis elle a une actualité, Isabelle, que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez apprendre plein de choses.
Merci infiniment, Vanessa. Merci. Merci à vous. Merci à toi, merci à vous tous. Merci. Et puis, on vous souhaite une bonne journée à tous. Oui. Et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Au revoir.